السلام عليكم. Samir Diaby, formateur en Ticalisté WZZ. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle présentation sur les listes de contrôle d'accès. Cette présentation s'inscrit dans le module concept et protocole de routage. Pour un administrateur réseau, il est indispensable d'assurer la sécurité des réseaux, vu l'importance de ces réseaux-là dans l'activité de l'entreprise. Différentes solutions peuvent être utilisées dans ce cadre-là. Et parmi ces solutions, on peut parler des pare-feux, très exactement des pare-feux réseau. Les pare-feux réseau peuvent se présenter soit sous la forme de solutions logicielles ou bien solutions matérielles. Ça consiste essentiellement à filtrer les paquets non autorisés qui sont jugés dangereux pour l'entreprise. Une solution simple, dans le cas d'un routeur Cisco, consiste à configurer ce qu'on appelle les listes de contrôle d'accès. En configurant les ACL sur un routeur Cisco, on obtient en quelque sorte un routeur firewall. Donc, nos objectifs sur cette présentation-là se présentent comme suit. On va essayer d'abord d'expliquer les listes de contrôle d'accès, de voir les différents types d'ACL et de comprendre leur fonctionnement. Après, donc, on va se concentrer de manière très succincte sur la configuration des ACL dits standards et des ACL dits étendus. Les deux types d'ACL qu'on va traiter dans cette présentation-là. Le filtrage de paquets statiques consiste à analyser les paquets entrants et sortants de façon à comparer les informations qui sont présentes dans l'entête du paquet par rapport à des critères qui sont prédéfinis. En effet, cette comparaison consiste à vérifier des informations telles que l'adresse IP source, l'adresse IP de destination, le numéro de port source, le port de destination et le protocole du paquet pour décider enfin si le paquet sera autorisé à passer à travers le routeur ou bien s'il sera rejeté, s'il sera tout simplement supprimé. Donc, le principe de filtrage utilise tout simplement des critères. Ces critères sont définis par l'administrateur et ces critères peuvent être basés sur des informations qui sont présentes dans l'entête d'un paquet. Comme on vient de le citer, c'est l'adresse IP source, l'adresse IP de destination et le type de protocole, ou bien sur des informations qui sont présentes dans les données de la couche supérieure, autrement dit de la couche transport. On parle essentiellement du numéro de port source et du numéro de port de destination. Alors commençons par répondre à la question qu'est-ce qu'une liste de contrôle d'accès. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une liste de contrôle d'accès est un script de configuration de routeur qui contrôle les paquets passant par le routeur de façon à les autoriser à passer ou bien les refuser. À chaque fois qu'un paquet traverse le routeur, traverse une interface d'un routeur et que cette interface est configurée avec une liste de contrôle d'accès, on teste le paquet par rapport à chaque ligne d'une liste de contrôle d'accès. Très important de savoir une chose, parce qu'en effet un routeur n'a aucune liste de contrôle d'accès qui est configurée par défaut. Alors, l'ACL en principe il doit être identifié en premier lieu. On parle d'ACL numéroté ou bien d'ACL nommé. ACL numéroté, ça veut dire que c'est une ACL qui est identifiée par un numéro. Une ACL nommée, c'est une ACL qui est identifiée par un nom. Lorsque je configure une ACL sur un routeur et que je l'applique, je dois l'appliquer sur une interface LAN, Fast Ethernet, GK Ethernet, ou bien une interface WAN. En majorité, c'est une interface sérielle. Je dois aussi l'appliquer pour un protocole donné et la configurer pour un protocole donné. Je parle des protocoles routés, des protocoles de la couche 3, à savoir IPv4, IPv6, pourquoi pas IPX ou AppleTalk. Je dois aussi désigner quelle direction pour l'interface. Ça veut dire que je parle des paquets entrants ou bien des paquets sortants.
L'ACL est composée d'un ensemble de lignes qu'on appelle des Access Control Entry. L'application des instructions des ACE se fait de manière séquentielle. 1, 2, 3, 4, etc. Chaque ACE se compose de conditions. Les conditions sont basées sur les critères dont on vient de parler tout à l'heure. Et il est aussi composé de quoi? De la décision finale. C'est-à-dire, est-ce que le paquet sera autorisé, permit, ou bien est-ce qu'il sera refusé, supprimé, deny. Et la même chose se répète pour toutes les autres instructions. Lorsque le paquet arrive, il est comparé aux conditions de la première ligne. S'il y a correspondance, on applique la décision. S'il n'y a pas de correspondance, on passe à la ligne suivante. Et ainsi de suite. En effet, si on atteint la fin de la CL et qu'aucune correspondance n'est trouvée, il y a une instruction implicite qui est appliquée qui consiste à supprimer tous les paquets. Deny any. Pourquoi je dis instruction implicite? Parce qu'en principe, elle n'est pas définie par l'administrateur, elle est présente par défaut dans toute la CL. Alors voilà, grâce aux listes de contrôle d'accès, je vais pouvoir contrôler plus ou moins ce qui se passe sur mon réseau, sécuriser l'accès à certaines parties. Par exemple, ici, je peux autoriser l'accès juste aux ressources humaines, comme je peux désigner très exactement quel trafic peut être utilisé et quel trafic est refusé. Par exemple, ici, je vais autoriser la messagerie électronique et refuser Telnet. Bien sûr, je vais faire cela en configurant des listes de contrôle d'accès au niveau de certaines interfaces de routeur. Donc, pensez à utiliser les listes de contrôle d'accès entre votre réseau interne et un réseau externe. Le cas d'Internet. Vous le savez bien, donc Internet, c'est un réseau public. Il y a pas mal de risques. Pour sécuriser votre réseau interne, pensez à installer et à configurer un router firewall entre votre réseau local et le réseau Internet. Utilisez aussi les listes de contrôle d'accès entre deux sections de votre réseau. Soit pour permettre à certains hôtes d'accéder et d'autres leur refuser l'accès, soit pour désigner quel trafic peut passer entre les deux sections du réseau. N'oubliez pas de configurer les listes de contrôle d'accès pour tout protocole réseau configuré. Je prends un petit exemple. Si votre réseau fonctionne sous IPv4, en principe, vous n'avez besoin que d'ACL IPv4. Si par contre, vous travaillez à la fois sous IPv4 et IPv6, pensez à utiliser des ACL IPv4 et IPv6. N'oubliez pas que, là encore, les ACL sont configurés au niveau d'interface. Et là, il faut désigner quels sont les paquets concernés par l'application de l'ACL. Est-ce que vous parlez des paquets entrants, des paquets sortants, ou bien des deux? Dans ce cas-là, il faut appliquer l'ACL deux fois, dans le sens entrée et dans le sens sortie pour une interface donnée. Pour bien comprendre ce point, on va parler de la règle des 3 P. En effet, lorsqu'on configure une liste de contrôle d'accès, il est configuré par interface, par direction et par protocole. Par interface, cela dit, je dois désigner l'ACL sera appliqué à quelle interface exactement. Ici l'exemple de face Ethernet 00. Je désigne aussi par direction. Est-ce que je vais filtrer les paquets en entrée, in, ou bien les paquets sortants, out? Et finalement, est-ce que mon ACL concerne les hôtes IP, très exactement IPv4 ou IPv6? Est-ce que ça concerne le protocole IPX ou bien autre protocole? Donc souvenez-vous, une ACL est définie par interface, par direction et par protocole. À la base, un routeur ne contient aucune ACL configurée par défaut. Cela dit que les paquets arrivent sur une interface en entrée, subissent le processus de routage et partent par une interface de sortie sans aucun filtrage donné. Lorsqu'on configure une ACL, en effet, on doit choisir est-ce que c'est une ACL sur une interface en entrée ou bien sur une interface en sortie. Lorsqu'il s'agit sur une interface en entrée,
Il faut savoir que le filtrage est appliqué bien avant le processus de routage. Lorsqu'il s'agit d'une ACL sortante, cela dit que le paquet sera d'abord routé et par conséquent on saura par quelle interface il va sortir. Et là on va voir est-ce que l'interface contient une ACL configurée, et si ça existe, le paquet va subir cette ACL. Très important. En effet, les ACL ne s'appliquent pas sur les paquets provenant du routeur lui-même. Ne s'appliquent pas sur les paquets qui sont générés depuis le routeur. Je prends un petit exemple simple. Imaginez que j'ai refusé la sortie de paquets Telnet. En effet, cette décision concerne les paquets qui traversent les routeurs et non pas les paquets qui émanent du routeur. Donc, si j'applique Telnet depuis mon routeur, les paquets vont traverser l'ACL et ne seront pas filtrés par cette ACL configurée sur cette interface. Reprenons le fonctionnement des listes de contrôle d'accès. En effet, une ACL, c'est un ensemble d'instructions. Ces instructions sont appliquées de haut en bas dans un ordre séquentiel. À chaque fois, on fait comparer les informations de l'entête du paquet aux conditions qui sont décrites dans l'instruction. S'il y a correspondance, une décision sera appliquée, soit le paquet sera autorisé, soit il sera refusé. Et les autres instructions de la liste sont bien sûr ignorées. S'il n'y a pas de correspondance, on passe à l'instruction suivante. Cela se répète jusqu'à atteindre la dernière instruction ou bien trouver une correspondance. Si on atteint la fin de la CL et qu'aucune correspondance n'a été trouvée, en effet, il y a une instruction implicite qui s'applique à tout paquet, quelles que soient ses conditions. En effet, cette instruction décide comme quoi le paquet doit être supprimé. C'est l'instruction deny any. Voyons le fonctionnement des listes de contrôle d'accès dans le cas des ACL en entrée. En effet, lorsqu'un paquet arrive sur une interface et que cette interface a été configurée avec une ACL, on vérifie les informations du paquet par rapport à la première instruction de l'ACL. S'il y a correspondance entre les informations du paquet et les conditions de l'instruction, eh bien, on va aller vérifier la décision. Si le paquet est autorisé, il va aller vers le processus de routage et après vers une interface de sortie. Si le paquet est refusé, eh bien, il sera supprimé. Si par contre, il n'y a pas de correspondance entre le paquet et la première instruction, on passe à l'instruction suivante. Et on refait la même chose. Si à la fin, on arrive à la fin de l'instruction, à la fin de la CL et qu'aucune correspondance n'a été trouvée, eh bien, il y a ce qu'on appelle le refus implicite. Cela dit, le paquet sera supprimé. Et il existe deux types de listes de contrôle d'accès qu'on peut configurer sous Cisco. Il y a ce qu'on appelle les listes de contrôle d'accès standard et les listes de contrôle d'accès étendues. C'est simple. En principe, les listes de contrôle d'accès standard permettent de filtrer les paquets en fonction d'une seule information qui est l'adresse source. Rien d'autre. Par contre, les listes de contrôle d'accès étendues permettent un amalgame de choix, un amalgame d'informations sur lesquelles on peut baser nos conditions, en commençant par l'adresse IP source, l'adresse IP de destination, le port source, le port de destination et le type de protocole. Finalement, les listes de contrôle d'accès étendues donnent plus de possibilités que les listes de contrôle d'accès standard. Dans tous les cas, la création d'une liste de contrôle d'accès passe par deux phases. La première, c'est la création de la liste de contrôle d'accès, en l'identifiant soit par un numéro, soit par un nom, en définissant les conditions d'accès. La deuxième étape consiste à appliquer la liste de contrôle d'accès au niveau d'une interface ou bien d'une ligne du terminal, tout en spécifiant la direction. Est-ce que ça concerne les paquets en entrée ou bien ceux en sortie? En effet, une liste de contrôle d'accès doit être identifiée.
on a le choix entre l'utilisation d'un numéro ou bien d'un nom. Pour les listes de contrôle d'accès numérotées, vous avez une plage de numéros pour les ACL standards et une autre pour les ACL étendus. Par contre, les ACL nommés, vous devez utiliser un nom qui comporte des caractères alphanumériques. Pensez à utiliser des noms en majuscules. À savoir que les noms ne peuvent contenir ni espace, ni marque de ponctuation et ils doivent obligatoirement commencer par une lettre. L'avantage majeur des listes de contrôle d'accès nommées, c'est qu'on peut les modifier. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de supprimer certaines entrées, voire même d'ajouter de nouvelles entrées. Chose que vous ne pouvez pas faire avec les listes de contrôle d'accès numérotées. Une des questions importantes auxquelles il faut répondre au moment de l'application d'une ACL est le positionnement des listes de contrôle d'accès. Ça veut dire que je vais l'appliquer l'ACL au niveau de quelle interface et au niveau de quelle direction. Il faut appliquer l'ACL là où il aura le plus grand impact sur la performance. Il y a deux règles de base. Placer les listes de contrôle d'accès étendues le plus près possible de la source. Et placer les listes de contrôle d'accès standard le plus près possible de la destination. Parlons maintenant de la configuration des listes de contrôle d'accès standard. On va commencer par les ACL standards numérotés. En effet, en mode de configuration globale, utilisez la commande AccessList, suivie d'un numéro d'ACL. Bien sûr, pour cela, vous avez la plage de 1 à 99 et de 1300 à 1999. Après, vous avez le choix entre Deny pour dire que le paquet sera refusé, Permit pour dire que le paquet sera autorisé, bien sûr c'est la correspondance, et Remark dont on va parler tout à l'heure, ça permet de documenter donc les listes de contrôle d'accès. Après, il y a l'adresse IP source et ce qu'on appelle le masque générique source. Pensez à documenter vos instructions. En effet, ça facilite la compréhension de la liste de contrôle d'accès. Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 caractères pour documenter chaque instruction. Pour cela, utilisez la commande AccessList, suivi du numéro de la celle, et au lieu de la décision, utilisez le mot-clé Remarque. Et après, ce que vous voulez ajouter comme commentaire. Parlons maintenant du masque générique. En effet, c'est une information qui est codée sur 32 bits, composée essentiellement de 1 et 2 0. Lorsqu'on a le bit 0, cela dit, on va vérifier la valeur dans l'adresse correspondante. Le bit 1, cela dit, on va ignorer la valeur dans le bit correspondant. Je prends un petit exemple. Si je vous donne l'adresse 192.168.10.0, on ne sait pas exactement est-ce que je parle d'un nom spécifique, d'un groupe d'hôtes ou bien de tout le réseau. Avec un masque générique qui est égal à 0.0.255.255, je comprends une chose. En effet, là où il y a des zéros, je vais vérifier cette partie et je demande une correspondance totale pour cette partie-là. Là où il y a des 1 dans le masque générique, cela dit, j'ignore cette partie et peu importe ce qu'il contient dans l'adresse correspondante. Finalement, on se retrouve avec une chose. L'adresse correspondante, c'est 192.168.0.0. Cela dit, toute adresse qui a 192.168 dans les deux premiers octets correspond à la condition et doit subir la décision. Et cela, quelle que soit la valeur des deux derniers octets, c'est ce qu'indiquent les bits 1 qui sont présents dans le masque générique. Dans certains cas, le calcul du masque générique peut être très complexe. Par contre, dans le cas du sous-réseau, la meilleure façon à utiliser est de soustraire le masque du sous-réseau de la valeur 255, 255, 255, 255. Je prends un petit exemple. Avec un masque de sous-réseau qui est égal à /24, lorsque je soustrais cette valeur de la valeur 255 partout, j'obtiens le masque générique 0.0.0.255. Il existe deux mots-clés que vous pouvez utiliser pour remplacer un masque générique spécifique. Lorsque vous voulez dire n'importe quelle adresse, au lieu d'utiliser 0.0.0.0 avec un masque générique de 255, 255, 255, 255, pensez à utiliser le mot-clé any.
Par exemple, access list 1 permit init, c'est-à-dire permettre n'importe quel hôte. Autre possibilité, c'est quoi? C'est le remplacement du masque générique 0.0.0.0 qui dit une correspondance totale. Lorsque j'utilise ce masque-là avec une adresse donnée, cela dit un seul hôte est concerné. Dans ce cas-là, c'est 192.168.10.10. Au lieu de faire ça, d'utiliser le masque 0.0.0.0, pensez à utiliser le mot-clé host. Si tout marche bien jusque-là, voici la méthode pour configurer des listes de contrôle d'accès standard. Utilisez la commande du mode de configuration globale access list pour créer la cell. En mode interface, appliquez la cell à l'aide de la commande IP access group, le numéro d'ACL et finalement la direction. Les ACL nommés quant à eux apportent l'avantage majeur de pouvoir modifier la cell. Ça revient à supprimer certaines lignes ou bien ajouter d'autres. Chose qu'on ne peut pas faire dans le cas d'une ACL numérotée. Pour créer une ACL standard nommée, utilisez la commande du mode de configuration globale IP access list suivi du type de la cell, standard ou extended. Et après le nom. Le nom vaut mieux qu'il soit en majuscule. Après, entrez les différentes instructions en commençant juste par la partie permit, deny ou bien remarque pour la documentation. Finalement, l'application de la CL se fait de la même façon, IP access group, le nom de la CL et la direction in ou out. Cette dernière instruction, on l'applique en mode interface. Analysons un petit peu cet exemple de liste de contrôle d'accès standard nommée. Je commence par utiliser la commande IP access list standard qui est le type et le nom de la CL, no access. J'ai défini deux instructions pour cette ACL là. Et finalement, j'ai appliqué la cell au niveau de l'interface face Ethernet 0/0. IP access group, no access, out. Maintenant, passons aux listes de contrôle d'accès étendues. En effet, les ACL étendues fonctionnent plus ou moins de la même façon que les ACL standards. À la seule différence qu'ils permettent de contrôler plus d'informations. Rappelons ces informations, l'adresse IP source, l'adresse IP de destination, le protocole et les numéros de port source ou de destination. Avec les listes de contrôle d'accès étendues, vous pouvez spécifier le service concerné par l'instruction. Vous pouvez utiliser des opérateurs logiques tels que égal, non égal, supérieur à, inférieur à et range. Suivi après de quoi? Du numéro de port ou bien du nom de service. Les étapes de configuration de liste de contrôle d'accès étendue sont similaires à celles des ACL standards. On commence par créer l'ACL et après par l'appliquer au niveau de l'interface. La commande est la suivante. On utilise la commande de mode configuration globale access list suivi du numéro de la cell, de la décision deny permit remarque, du protocole. Je vous donne l'exemple de IP, TCP, UDP, l'adresse source, le masque générique source, un opérateur, le port source, la destination, le masque générique destination, un opérateur et le port de destination. Voici des exemples de configuration de liste de contrôle d'accès. Il s'agit là d'une seule liste de contrôle d'accès qui est identifiée par le numéro 114. Là, j'ai autorisé le protocole TCP. Ça, c'est la source. Ça, c'est la destination pour le port 23, le port Telnet. Après, c'était pour les ports 21 et 20, ça concerne FTP. Remarquez qu'ici, j'ai utilisé les numéros de port, alors que là, j'ai utilisé le nom de service. Ça revient en même. La dernière phase de configuration d'une liste de contrôle d'accès consiste à l'appliquer au niveau d'une interface. Cela se fait de la même façon, que ce soit pour une ACL standard ou étendue.
Au niveau d'une interface, j'utilise la commande IP Access Group, suivi du numéro de la cell ou de son nom, et finalement la direction, in ou out. Je rappelle une petite chose, si vous pensez supprimer une ACL, pensez d'abord à enlever son application au niveau d'une interface. Pour vérifier les instructions d'une liste de contrôle d'accès, utilisez la commande show access list. Vous pouvez affiner votre affichage en spécifiant soit le numéro de la CL, soit son nom. Vous avez un résultat similaire à celui-là pour vérifier votre liste de contrôle d'accès. Je vous remercie pour avoir suivi cette présentation jusqu'au bout et j'espère que ça a été à la hauteur. Je vous rappelle qu'il y aurait des TP pratiques sur les listes de contrôle d'accès. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur mon adresse mail et de vous abonner sur la chaîne YouTube suivante. Merci encore une fois.